Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous m'entendez correctement. Bienvenue sur ce webinaire, ce nouveau webinaire de l'année 2021 que je vous souhaite excellente et peut-être un peu meilleure que l'an dernier. Je me présente, Élodie Benoît, je travaille à la Maison Rose de Bordeaux, qui fait partie de l'association Rose Up. Nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle fois Margot Théroux, qui est coach, qui intervient notamment à la Maison Rose de Paris et qui gère les marques We On Board et Heroes and Associates. Tu me corriges, Margot, évidemment, si je me trompe. Margot intervient tous les lundis ou un lundi sur deux selon les périodes pour vous accompagner dans votre reprise professionnelle lorsque vous avez été touché par un cancer. Donc, l'atelier vous est offert par l'association Rose Up, qui informe et accompagne les femmes touchées par tout type de cancer et qui défend les droits des patients. On édite notamment un Rose Magazine. Je pense que vous connaissez, mesdames, maintenant que vous nous suivez. Donc, je vais laisser la parole à Margot. Un petit point technique avant de commencer pour les personnes qui nous suivent sur Zoom. Donc, vous avez un petit bouton Q&R en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions. Vous avez également un petit chat, une conversation. Donc, je vois certaines se sont déjà emparées. Laurence, Evelyne, Sylvia, Stéphanie qui nous souhaite à toutes le bonjour et les meilleurs vœux pour l'année 2021. Et évidemment, Kathleen aussi, qui nous souhaite une belle et heureuse année qui nous demande de profiter de tous les petits bonheurs qui nous accompagneront au fil des mois. Donc, c'est adorable. Merci beaucoup, Kathleen, de même, évidemment. Et j'en profite également pour saluer les personnes qui nous suivent sur Facebook, puisque l'atelier est diffusé en live sur la page Facebook de l'association Rose Up. Donc, j'anticipe les questions par rapport au support. L'atelier va se diviser en deux parties. La première partie, Margot va dérouler son support et vous accompagner dans ces petits conseils sur la déculpabilisation de l'arrêt du travail pendant ou après les traitements, parce qu'on sait que c'est une grosse partie aussi des questions que l'on peut traiter dans les différentes maisons roses. Donc, on vous l'enverra par la suite si vous en faites la demande à contact.bordeaux@maisonrose.fr. Donc, je répète, contact au singulier, .bordeaux@maisonrose.fr. Maison avec un S, rose sans S. Voilà, le support est envoyé à nos adhérentes. Sans plus tarder, je laisse la parole à Margot et je vous dis à tout à l'heure. Bel atelier, mesdames. Merci beaucoup, Élodie. Bonjour à toutes. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui arrive enfin. Alors, autant vous dire, d'habitude, le nouvel an, c'est juste l'occasion de faire la fête avec les amis. Autant cette année, on est bien content de laisser l'année 2020 derrière nous. Mais quand même, je suis quelqu'un d'assez optimiste pour celles qui me suivent depuis le début et je suis persuadée que peut-être dans tout ça, on a trouvé des choses positives. Et j'espère que vous avez réussi à faire le bilan de votre année et que vous avez réussi à trouver des choses positives. Quoi qu'il en soit, c'est toujours un plaisir pour moi, et ça a été un de mes plus belles illuminations de cette année, c'était d'avoir la chance d'être avec vous tous les lundis ou quasiment, ça dépend en fonction des semaines, tous les lundis ou toutes les 2 semaines, enfin quoi qu'il arrive, je suis souvent là, le lundi à 14h. Et donc, sans plus tarder, on va parler de déculpabiliser son arrêt de travail. Alors, je m'excuse d'ores et déjà. Je risque de bugger sur ce mot, hein, le culpabiliser. C'est un mot qui est assez difficile à dire. Donc, si jamais vous me voyez bugger, c'est normal. Alors, comment va être déroulé, en tout cas, l'atelier? Donc, effectivement, comme vous l'a dit Élodie, pendant un premier temps, je vais vous parler de l'arrêt de travail, de la déculpabilisation, de la culpabilité, qu'est-ce que ça signifie. Et puis, dans un deuxième temps, je prendrai vos questions. Alors, je vois que sur la barre dans le chat sur Zoom, il y en a déjà qui ont commencé à poser des questions. N'hésitez pas à les mettre au fur et à mesure, au cas où vous oubliez. On les prendra avec Élodie à la toute fin. Donc, sans plus tarder, le début de cet atelier. Donc effectivement, nombre de salariés sont réfractaires à un arrêt maladie. Je ne peux pas laisser tomber les collègues, j'ai trop de responsabilités pour pouvoir m'absenter. Si je m'absente, on va vite me remplacer. J'évolue dans un milieu compétitif, m'arrêter serait perçu comme un signe de faiblesse, etc., etc., etc. Si vous vous êtes reconnu dans ces 4 phrases, c'est que vous êtes probablement adepte du travailler à tout prix et que pour vous, un arrêt maladie rime avec culpabilité. Or, un arrêt maladie, c'est un arrêt maladie. Ce ne sont pas des
vacances. Et donc, au but aujourd'hui, durant cet atelier, il va y avoir vraiment 2 instants, 2 grands temps. Le premier temps, ça va être déjà de définir les termes. C'est quoi un arrêt maladie et c'est quoi la culpabilité? Et dans un deuxième temps, je vous donnerai des astuces pour déculpabiliser. Et comme vous le savez, si vous êtes là depuis le début, ou en tout cas si vous arrivez, cet atelier, c'est avant tout le vôtre. Donc si jamais vous avez des astuces pour déculpabiliser, ou s'il y a des choses qui vous ont fait déculpabiliser, ou des mots que l'on vous a dit, eh bien n'hésitez pas à que vous soyez sur Facebook, à nous mettre en commentaire qu'est-ce que vous avez fait, quelles sont les choses qui ont marché pour vous. Et si vous êtes sur Zoom, effectivement, dans la barre de chat, pour nous dire qu'est-ce qui s'est passé et quel a été le moment où vous vous êtes dit « Stop, je me lâche la grappe ». Donc, déjà, on va parler théorie, on va parler un peu de théorie, on va parler pratique, on va définir les termes et on va commencer par l'arrêt maladie. Alors, l'arrêt maladie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en France, est désigné comme maladie de longue durée ou affection de longue durée, donc les fameuses ALD, l'une des 30 maladies qui va figurer sur la liste qui a été conçue par l'assurance maladie française. Elle va donner lieu à un remboursement intégral de vos soins après l'établissement d'un protocole thérapeutique. En 2017, vous étiez 10 millions de personnes qui bénéficient de l'ALD, donc vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire qu'il y a globalement un Français, une Française sur 7 qui souffre d'une affection longue durée et donc qui a besoin de s'arrêter pendant un certain temps. Travailler avec un cancer ou allier radiothérapie, chimiothérapie ou hormonothérapie et travail est généralement trop contraignant. Et donc, pour cela, la loi prévoit plusieurs choses. Elle prévoit des aménagements d'horaires de travail. Elle prévoit des arrêts maladie de courte durée et des arrêts maladie de longue durée. Comme vous le savez, pour bénéficier d'un arrêt de travail et d'indemnité journalière, ça c'est classique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne connais pas, je ne suis pas assistante sociale, donc les processus administratifs, malheureusement, je ne les maîtrise pas. Mais globalement, il faut un certificat médical et un bulletin d'hospitalisation, et l'indemnisation va démarrer après un délai de carence de 3 jours. Les indemnités journalières vont varier pour un cancer et les aides financières vont varier d'un statut à un autre. Par exemple, les salariés du privé en CDD, CDI ou intérim, les fonctionnaires ne vont pas avoir les mêmes statuts, les agents contractuels du service public non plus, et les travailleurs indépendants non salariés non plus. Et effectivement, comme la vie, il y a des situations qui sont particulières et vous pouvez également vous retrouver dans d'autres situations comme être en demandeur d'emploi indemnisé, être un demandeur d'emploi non indemnisé, relever des minima sociaux et être invalide. Ça, c'est pour le côté juridique. Hop. Et qu'est-ce que... Alors, juste, je prends cette question parce que c'est effectivement en lien, c'est le médecin du travail m'a dit que l'arrêt est comme un soin, s'il n'a pas d'émaration, on arrête. Alors, l'arrêt du travail, c'est un temps qui va être défini pour vous reposer. Et donc, ça, c'est l'arrêt du travail. Donc, on a vu le cadre un peu juridique. Et la culpabilité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la culpabilité, je vais vous donner la définition du Larousse. C'est un état de quelqu'un qui est coupable d'une infraction ou d'une faute. On parle de la culpabilité le but dans un procès, notamment, c'est d'établir la culpabilité d'un accusé. Mais également, la culpabilité, c'est le sentiment de faute ressenti par un sujet, que celle-ci soit réelle ou imaginaire. Et donc, c'est bien cette deuxième définition qui aussi nous intéresse, c'est on va avoir un sentiment de faute, une sensation, et de faire en sorte, et en fait, finalement, celle-ci, elle peut être avérée ou elle peut être imaginaire. Et c'est là où on va commencer à s'intéresser à ce qui se passe vraiment en vous. Qu'est-ce qui se passe sur le plan psychologique? Eh bien, en fait, vous avez cette idée plus ou moins diffuse d'avoir commis une faute. En vous arrêtant de travailler pour vous soigner, vous avez l'impression d'être en tort, de ne pas être juste, de ne pas être dans les clous, de ne pas être dans la loi. C'est une sensation un peu comme un espèce de poison qui va vous emmener, qui va vous qui va vous peu à peu prendre de la place dans votre tête, et en fait avec cette idée que vous trichez, que en fait vous devriez ne pas être en arrêt. Pour autant, la culpabilité, c'est quelque chose dont on a besoin. Elle est nécessaire à toute vie sociale, mais dans les cas extrêmes, elle peut être douloureuse et contraignante. Le sentiment de culpabilité, ça va être l'impression de ne pas être juste, d'avoir en fantasme ou réellement
enfreint un tabou, de nourrir un désir défendu, d'avoir un comportement coupable face à une telle personne ou une telle situation. Qu'est-ce qui va résoudre de tout ça? Une forte angoisse et une tendance à l'auto-accusation. Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas, en disant que, en tout cas à titre personnel, la plupart des femmes que je rencontre à Rose Up au sein de la Maison Rose à Paris, elles ont ce sentiment de culpabilité et de se dire je dois y aller, je ne dois pas m'arrêter. Alors, parfois la culpabilité, on en a besoin, puisque grâce à elle, ça nous évite de détruire, d'avoir des pulsions meurtrières ou des pulsions destructrices. Ça nous permet de prendre conscience de nos fautes, de prendre conscience de la souffrance des autres, d'avoir de l'empathie. À vous imaginer si on n'avait aucune culpabilité, les meurtriers, enfin voilà, c'est la culpabilité, on en a besoin, elle est vitale. Et c'est ça aussi qui va nous différencier de l'animal, puisque le fait de prendre conscience de l'émotion de l'autre, puisqu'il s'agit avant tout de ça, va faire en sorte que on va faire preuve d'empathie, on va faire preuve d'écoute, d'attention, de soutien, on va faire en sorte d'avoir un comportement qui soit moralement acceptable. Et sachez que la culpabilité, c'est un peu notre petite alarme, puisque c'est elle qui va nous alerter lorsqu'on va contrecarrer les lois humaines fondamentales. Tu ne tueras point. Imaginez-vous un instant si vous n'aviez pas du tout de culpabilité et que vous roulez à 130 en ville et que vous arrivez à un passage piéton et que vous renversez une personne sans foi ni loi, sans sentiment de culpabilité, sans regret. Ça serait très compliqué et on vivrait dans une société qui serait très, très difficile, où ce serait littéralement la jungle, où chacun pour soi. Donc, la culpabilité, elle a aussi ce bon côté de nous rappeler constamment en tête les lois humaines. Mais parfois, elle va arriver à un moment donné où elle ne doit pas être là. Parfois, on va pouvoir être saisi, vous et moi, par un espèce de sentiment de malaise, vous voyez, une espèce d'inconfort, vous vous sentez pas bien, vous dites il y a un truc qui va pas, vous allez avoir une espèce de lourdeur psychique qui peut d'ailleurs se retransmettre par une lourdeur physique, vous allez avoir mal au ventre, vous allez mal dormir, vous allez avoir des remords, pour autant sans qu'il y ait de motif justifié. Vous allez refaire le tour de votre journée, vous allez dire mais qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait, la culpabilité, elle peut arriver aussi comme ça, elle peut être sournoise. Là, vous n'avez pas contrecarré les lois humaines, vous n'avez pas tué quelqu'un, vous n'avez pas... Voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut savoir que malheureusement, la culpabilité, c'est quelque chose qui est inscrite, en nous toutes et en nous tous. Alors, je vais faire un tout petit peu de théologie, mais en fait, je ne sais pas si vous le savez, c'est un atelier où on va un peu s'élever. Il y a ce qu'on appelle dans la psychanalyse des archétypes. Et des archétypes, ce sont des images qui sont socialement toutes et tous ancrées en nous en fonction de la culture dans laquelle on est. Nous sommes en France, du coup, la France, le pays, a baigné dans une histoire judéo-chrétienne. Et donc, en fait, c'est des choses qui datent de très, très longtemps, qui vont être inscrites en nous. Je m'explique. Donc, France, pays judéo-chrétien, à la base, et donc forcément, en fait, est inscrit en nous cette histoire de péché. Et quelle est la première culpabilité qu'il y a eu dans l'histoire judéo-chrétienne? C'est bien sûr l'histoire de Adam et Ève. Et donc, il faut savoir que même si c'est hyper inconscient et même si vous avez dit non mais n'importe quoi, elle raconte des bêtises, il faut savoir que ces espèces de culpabilité, elle est là. C'est ce qu'on appelle des archétypes. Et donc, vous avez le poids de la culture qui existe sur nous. La culture aujourd'hui a été construite sur la culpabilité. Et donc, au-delà donc, de cette culture et de cette culpabilité effectivement qui règne d'Ève, d'avoir mangé la pomme, enfin voilà, au-delà de ça, il va y avoir effectivement le poids même attaché à notre naissance. Nous baignons dans de la culpabilité à partir du moment où nous naissons. Notre mère, elle a souffert pour nous mettre au monde, pour les enfants qui sont nés par voie naturelle, ou même les parents qui ont adopté, ils ont souffert pour adopter. Enfin, tout le monde souffre, tout le monde s'est sacrifié, on a perdu du temps, de l'énergie, enfin voilà. Et donc en fait, on est en ayant cette sensation inconsciente de devoir avoir une dette vis-à-vis de nos parents qui nous ont donné la vie. Donc oui, je suis partie très très loin, mais le fait de savoir que la culpabilité, c'est quelque chose qui est présent à la fois dans notre culture et à la fois dans notre histoire familiale,
ça aide à se dire, OK, donc c'est pas moi qui me fais démon pour rien, c'est que c'est quelque chose qui est déjà bien présent. Et donc, en fait, toute cette culpabilité, c'est des choses qui sont hyper sournoises et qui se jouent essentiellement durant l'enfance, durant notre passé. Il y a des choses qui sont refoulées. Alors là, pour le coup, je ne suis pas psychothérapeute, donc je ne pourrais pas vous aider. Mais on entend souvent nos mères dire « Oh là là, moi j'ai eu mal durant ta naissance, tout ce que j'ai fait pour toi, tous les sacrifices que j'ai fait pour toi. » C'est des choses que moi, au travers de mes amis, c'est des choses que j'entends très souvent. Des enfants qui décident de se reconvertir, qui décident de changer, qui ne respectent pas ce que les parents avaient prévu. Je voulais que mon fils ou ma fille soit médecin et finalement elle décide de faire des études d'art ou autre chose. Ah, mais tu comprends tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai sacrifié pour toi. C'est des choses qu'on entend tout le temps en fait. Moi, avec ton père ou avec ta mère, enfin peu importe, on s'est sacrifié, on est resté ici, ou alors on s'est privé pour que tu puisses faire des belles études et voilà, tu décides de tout renvoyer balader. La culpabilité, c'est quelque chose qui est présent en nous à partir du moment où on pousse notre premier cri. Et en fait, savoir ça, c'est se dire, ok, je suis pas anormale, je suis pas, c'est des choses qui existent. Et donc, vous allez me dire, mais ouais, enfin, c'est des choses qui datent d'il y a longtemps, mais comment on fait pour savoir toutes ces petites phrases de l'enfance qu'on a entendues? Alors malheureusement, on peut pas, mais c'est quelque chose qui existe. Et il va y avoir ce qu'on appelle une culpabilité inconsciente qui va constamment s'exercer. Et donc, et c'est pour ça que beaucoup de personnes, et c'est des discours que j'ai déjà entendus chez Rose Up, enfin à la Maison Rose de Paris, la maladie, le cancer, un accident, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui vont prendre ça pour une punition, qui vont prendre en fait, vous n'allez pas le vivre en tant que tel, mais inconsciemment, votre cerveau va se dire c'est une punition. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de femmes qui me disent moi Margot, c'est sûr, c'est parce que j'étais trop ceci, trop cela ou pas assez, et c'est pour ça que ça m'est arrivé. Et en fait, on va essayer de conscientiser et on va se dire non, c'est ma faute et je dois porter ce poids, je dois porter ma culpabilité. Donc, vous voyez, la culpabilité, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et donc, dans un deuxième temps, donc maintenant que vous avez compris c'est quoi un arrêt de travail, bon, ça, je pense que ça, c'était clair. C'est quoi la culpabilité? C'est quoi son histoire? D'où elle vient, etc. Eh bien, je vais vous donner des solutions pour vous en sortir. Voilà, c'est comment on déculpabilise. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est comment on arrive à faire taire ces petites voix et comment on arrive à prendre de la distance avec tout ça. Donc, premier conseil, c'est de vous dire que vous n'êtes pas responsable. Voilà. Rappelez-vous régulièrement que tous les éléments que vous vivez, vous n'en êtes pas spécialement responsable et vous n'avez aucune prise. Est-ce que à chaque fois que vous avez la culpabilité, à chaque fois que vous avez la culpabilité qui arrive, typiquement par rapport au fait de ne pas travailler parce que vous êtes en arrêt maladie, parce que vous êtes en train de vous guérir, parce que vous êtes en processus thérapeutique, parce que vous vous battez contre votre cancer, demandez-vous constamment, est-ce que cette culpabilité, elle est là pour me faire avancer ou est-ce qu'elle est un vieux résidu du passé? En quoi le fait de vous dire que vous devriez être au travail, ça va vous faire avancer? Absolument rien. Comme je vous l'ai dit en introduction, vous n'allez pas enfreindre les lois humaines fondamentales. Et donc, si cette culpabilité n'est pas là pour vous faire avancer, pour vous remettre, entre guillemets, dans le droit chemin parce que vous avez perdu la morale ou l'éthique, c'est que quelque part, c'est quelque chose qui ressort du passé. Et donc, première chose, se dire, je ne suis pas responsable. Ce n'est pas ma faute si j'ai un cancer. Et c'est pour ça que je vous parlais d'inconscient, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, mais si Margot, c'est parce que j'étais trop stressée, c'est la vie qui m'envoie un signal, etc., etc. Mais vous n'êtes pas responsable de la maladie. C'est pas vous qui avez fait en sorte de croiser la maladie dans la rue. Et donc, vous n'êtes pas responsable. Et donc, tout comme vous n'êtes pas responsable de votre cancer, les conséquences de celui-ci,
l'arrêt maladie, l'arrêt des soins, le fait de prendre du temps pour vous soigner, vous n'en êtes pas responsable non plus. Et donc, vous n'êtes pas coupable. Et donc, il faut simplement vous dire que je ne suis pas coupable de ma santé. Je ne suis pas coupable de la maladie qui est là. Je ne suis pas coupable de mon arrêt de travail. Je sais que c'est quelque chose qui peut vous paraître un peu fort ou un peu violent, mais encore une fois, vous n'êtes pas coupable des malheurs qui arrivent à vos proches, vous n'êtes pas coupable du talent que vous avez, vous n'êtes pas coupable de la vie que vous menez, vous n'êtes pas coupable du cancer que vous avez, vous n'êtes pas coupable de la naissance de vos enfants, vous êtes coupable de rien en fait. Et donc, juste se dire, je ne suis pas coupable de mon cancer, le fait de le dire à haute voix, et j'aimerais tellement faire un atelier en visio pour vous voir le dire, juste se dire non, je ne suis pas coupable de mon cancer. Et donc, je vais vous demander de faire un petit exercice qui sera bien évidemment présent dans cet atelier. Donc, c'est un exercice qui a été proposé par un psychologue qui s'appelle Yves-Alexandre Talman, qui a écrit un bouquin que je vous conseille qui s'appelle « Au diable la culpabilité ». Et donc, en fait, il préconise des exercices que je vais vous donner, que je vais vous demander à faire. Comme ça, si vous ne voulez pas acheter le livre, eh bien, vous pouvez simplement faire les exercices. Déjà, vous devez, dans un premier temps, faites la liste de toutes les choses pour lesquelles vous n'êtes pas coupable par rapport à la maladie. Ou même dans votre vie générale, ça peut vous faire du bien. Je ne suis pas coupable d'avoir eu un cancer du sein. Je ne suis pas coupable d'avoir les traitements, je ne suis pas coupable d'aller à l'hôpital, je ne suis pas coupable de devoir m'arrêter, etc. Et le fait de vous dire je ne suis pas coupable, de le dire, de l'écrire et de le lire à voix haute, ça soulage, ça fait du bien. Ça fait du bien de s'entendre dire c'est pas grave, c'est pas ta faute en fait. Il y en a même qui peuvent pleurer, hein, ça, je vous préviens, c'est tellement une délivrance de se dire je ne suis pas coupable que effectivement ça peut faire des décharges émotionnelles et on lâche tout. Et donc, une fois que vous avez fait la liste de toutes les choses dont lesquelles vous n'êtes pas coupable, deuxième exercice, posez-vous la question, du coup, en fait, de quoi êtes-vous réellement coupable? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est la faute que vous avez commise? C'est ça? Quelle est la faute que vous avez commise? Qu'est-ce que vous avez fait? Rien, en fait. Enfin, par rapport à la maladie, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes coupable de rien. La maladie, elle est là. C'est pas vous qui l'avez appelé pour lui dire de venir. Hein. La maladie, elle est arrivée. On tombe malade. Voilà, vous voyez. Elle est tombée sur vous, littéralement. Et vous êtes coupable de rien, en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, c'est un travail hyper dur psychologiquement, mais qui est nécessaire. C'est vraiment la première chose à se dire, c'est de se dire, je ne suis pas coupable de ce qui m'arrive. Et donc, si je ne suis pas coupable de ce qui m'arrive, eh bien, je ne suis pas coupable de toutes les conséquences qu'il y a autour. Ce n'est pas votre faute. Deuxième chose, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas en vacances. Voyons, regardons la réalité. Vous n'êtes pas en vacances, vous n'êtes pas arrêté pendant 6 mois, 12 mois, 24 mois ou plus pour aller faire un tour du monde, ça se saurait. Non. Un arrêt maladie, c'est un arrêt parce qu'on est malade. Vous n'avez pas choisi ce cancer, comme je vous l'ai dit, avec tout ce qui va avec. Et donc, vous ne prenez pas 6 mois pour partir en vacances, vous les prenez pour vous soigner. Et vous n'avez pas à vous sentir coupable vis-à-vis de vos collègues. Encore une fois, coupable de quoi? D'être malade? Non mais attendez, je ne connais pas une personne qui ne serait pas prête à échanger sa maladie pour retourner bosser. Hein. Donc, et n'hésitez pas à le marquer en lettres majuscules s'il le faut, vous n'êtes pas en vacances. Ce n'est pas des congés que vous prenez, ce n'est pas un tour du monde. Vous êtes malade. Et donc, du coup, ce temps-là, si le médecin vous le donne, si vous le prescrit, si votre oncologue ou votre chirurgien vous le donne, c'est que c'est un temps qui est nécessaire. Et si vous n'arrivez toujours pas, décidément, si vous vous dites « Ah non, mais je ressens vraiment encore beaucoup de culpabilité », eh bien, imaginez que là, demain, on est mardi 5, pour celles qui sont en arrêt, vous retournez travailler. Comment vous vous sentez? Écrivez. Si demain, je devais retourner travailler, comment je me sentirais?
Est-ce que vous voyez à prendre les transports en commun? Est-ce que pour celles qui ont des transports en commun à côté de chez elles, est-ce que vous vous voyez aller au travail, à faire du 8h-18h, du 8h-19h ou du 10h-22h, enfin peu importe en fonction des horaires? Est-ce que vous vous voyez à être constamment concentré? Est-ce que, enfin, non? Donc si jamais vous avez cette culpabilité, cette bouffée d'angoisse qui monte, vous prenez votre cerveau et vous le prenez à l'envers et vous dites: «OK, pas de problème, je stresse, pas de souci, je culpabilise, pas de problème, je retourne bosser demain. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens?» Alors là, on va dire: «Ah non, non, je suis pas prête. Non, je suis pas prête». Et donc forcément, cette culpabilité, elle va être tellement petite par rapport à cette espèce de boule au ventre qui va venir à l'idée de retourner bosser, qu'elle va s'atténuer. Ensuite, vous allez me dire: «OK, mais qu'est-ce que je peux faire la journée? Parce que je suis chez moi, quand je suis pas à l'hôpital ou en clinique, je suis à la maison, qu'est-ce que je fais?» Eh bien, acceptez de vous reposer vraiment. Acceptez de vous occuper de vous et recalez-vous chaque jour sur le rythme que vous voulez avoir. Ne vous mettez pas d'objectifs, ne vous mettez pas de finalité, de je ferai du sport, je ferai pas du sport, j'irai marcher, j'irai pas marcher. Non. Vivez jour après jour. Apprenez à vous écouter. Apprenez à redécouvrir certaines choses, la relaxation, la méditation, le sport, si votre corps vous le permet, si vous avez l'accord de votre médecin. Enfin, voilà, je sais qu'à Rose Up, on propose la vie rose, donc quand c'est possible en tout cas, mais autorisez-vous à redécouvrir le massage, la créativité, faites du coloriage, de la couture, on a des ateliers d'écriture, enfin, vous avez tout un tas de choses qui sont proposées par Rose Up et qui même vous pouvez faire vous-même, mais juste des choses qui permettent de vous relier à votre corps et d'évacuer les tensions. Et enfin, un autre conseil que je peux vous donner, c'est de garder le lien. Garder le lien, pourquoi? Parce que, et ça on avait déjà fait un atelier sur la reprise au travail, si vous ressentez de la culpabilité, c'est que vous ressentez de la culpabilité de vis-à-vis de vos collègues, parce que vous vous dites: «Oh là là, je leur laisse la charge de travail, je leur laisse tout ce qu'il y a à faire» et cetera. Première chose, heu c'est pas à vous de prendre cette responsabilité-là, c'est à celle à votre manager ou à votre responsable. Et si vous êtes responsable, eh ben c'est celle à votre responsable à vous. Je veux dire, c'est pas à vous de devoir réorganiser la suite. Vous êtes malade, je vous le rappelle, vous vivez un moment qui est difficile dans votre vie et donc vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Si vous mettez votre énergie à penser ailleurs, vous n'allez pas être 100% ici et maintenant et donc vous n'allez pas pouvoir être 100% sur votre guérison. Pour celles pour partir en arrêt de travail plus sereine, et ça on l'a répété plusieurs fois au cours de différents webinaires, ne perdez pas de vue la perspective du retour au travail pendant votre arrêt et ça va vous aider. C'est-à-dire que pour l'anticiper et pour faire en sorte que votre retour au travail se passe bien une fois que vous aurez fini vos traitements, je vous invite fortement, et ça on l'a déjà dit, de vous tenir informé au cours de votre arrêt. La culpabilité avec elle partira. C'est-à-dire que il est préférable durant votre absence de ne pas couper tout contact, sauf si vous êtes stressé par votre environnement de travail, c'est un environnement de travail néfaste, mais essayez de garder des liens avec vos collègues, alors des collègues piliers, des collègues qui sont un peu comme des copains, comme des amis limite, et ça va vous permettre de savoir, de voir votre véritable soutien parmi eux et de pouvoir en fait bénéficier de leur bienveillance et de leur aide. Donc, quelques conseils, de mettre en place une routine avec vos supérieurs hiérarchiques. Par exemple, vous pouvez dire à votre N+1, donc à votre responsable, à votre directeur ou directrice, de lui dire, bah voilà, j'aimerais bien que on se tienne informé, que tu me tiennes informé de l'évolution de l'entreprise, des collaborateurs, une fois par mois, 2 fois par mois, une fois tous les 2 mois, etc. Alors, comment faire? Moi, j'ai plusieurs idées en fonction de comment vous vous sentez. Si vous êtes plus à l'aise au téléphone, je vous invite à appeler vos collègues et à faire une routine, de vous dire, bah voilà, on s'appelle une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois,
pour que eux puissent vous tenir informés de savoir comment ça se passe en entreprise et que vous puissiez suivre. Ou alors, si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec le téléphone ou que vous n'avez pas atteint ce niveau où vous n'êtes vraiment pas à l'aise, peu importe, de mettre en place un peu une espèce de newsletter, c'est-à-dire un mail que vous allez recevoir tous les mois ou de façon bimensuelle, 2 fois par mois, où littéralement, c'est comme un journal de bord. Et dans ce journal de bord, vos collègues ou vos responsables vont écrire quelques mots sur ce qui s'est passé. Si jamais vous avez quelqu'un de très proche vous connaissez quelqu'un de très proche dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, vous avez un lien assez fort, n'hésitez pas à demander à cette personne pilier de lui dire, voilà, est-ce que ça te dérangerait de m'écrire l'actu, dès que tu vois un mail passer, qu'elle a un mail en brouillon qui traîne quelque part, et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, elle le met dans la catégorie entreprise, dans différentes catégories, et à la fin du mois, vous recevez votre mail avec différentes rubriques et vous savez ce qui s'est passé. Le fait de préparer le retour, c'est hyper important parce qu'en fait, moi, je dis très souvent au sein des ateliers à Paris, il y a vraiment 2 batailles. Il y a la bataille que vous menez face au cancer, et puis après, il y a une deuxième bataille. C'est la bataille avec votre retour à la vie normale. Alors, ça n'existe pas parce que ça veut dire quoi, vie normale d'ailleurs, j'en sais rien, mais il y a le retour à cette nouvelle vie qui démarre, à ces nouveaux changements, etc. Et donc, en fait, bien préparer les deux et ne pas les dissocier et les garder en tête durant votre travail et de garder cette routine. Et puis, si vous ne l'avez pas mis en place, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. De préparer votre retour où ça va vous faire du bien. Et puis, encore une fois, et aussi autre conseil, surtout, je crois que c'est le 6e conseil, c'est de ne pas, de vous tenir éloigné des personnes malsaines. Alors ça, c'est vraiment important. Tenez-vous éloigné des personnes qui sont malsaines, qui vont vous faire culpabiliser, qui machin, qui truc, etc. Vous n'êtes pas responsable de leur stress, vous n'êtes pas responsable de leur mal-être, vous n'êtes pas responsable de toutes ces choses-là. Et donc, vraiment, si vous voulez déculpabiliser tranquillement et juste ne pas ressentir de cette espèce de boule au ventre, restez loin des personnes négatives. Vous n'en avez absolument pas besoin parce que là, la priorité, c'est vous. Donc, pour résumer sur ces 6 conseils, ah oui, et dernier conseil, en bonne résolution, c'est de tenir la culpabilisation éloignée. Ça sert à quoi de culpabiliser? Pour cette année 2021, je vais vous donner c'est moi qui vais vous choisir votre bonne résolution. Pour cette année 2021, faites-en votre priorité numéro 1. J'arrête de culpabiliser. Et quand vous sentez cette espèce de boule, vous savez, qui monte jusqu'à la gorge, qui vous prend par les tripes, vous vous dites, je ne culpabiliserai pas, je n'ai pas à ressentir ce sentiment, ce n'est pas normal. Je ne dois pas ressentir cette culpabilité. Et donc, vous n'êtes pas responsable de tout, vous n'êtes pas responsable des autres, vous êtes juste responsable de vous. Et votre première responsabilité, c'est bien sûr de vous soigner. Donc, du coup, ça nous a fait 7 conseils, donc je vais vous les redonner. Le premier, c'est de vous dire que vous n'êtes pas responsable, de cette culpabilité et qu'elle ne vous fait pas avancer. Le deuxième conseil, c'est de vous rappeler que vous n'êtes pas en vacances. Un troisième conseil, c'est d'écrire et d'imaginer si demain vous deviez vous retourner à travailler, comment vous travaillez. Qu'est-ce que ça vous ferait ressentir? Le 4e conseil, c'est de penser à vous, de profiter de cet arrêt de travail, de vous recentrer, de vous occuper sur vous, de redécouvrir la relaxation, le sport, la créativité, le tricot, le théâtre, les films, la musique, toutes ces activités qui vous relient au corps et qui vous ancrent dans l'instant. Le 5e conseil, c'est de garder le lien avec vos collègues. Le 6e conseil, c'est vous tenir éloigné des personnes qui sont malsaines. Et le 7e conseil, c'est d'en faire votre priorité numéro 1 et de vous le marquer sur un tableau ou n'importe où, sur un mur, là, sur un cahier, n'importe où. C'est bien sûr de faire de votre corps votre priorité. Donc, voilà. Donc, normalement, je vais prendre vos questions. Merci beaucoup, Margot, pour ces conseils que tu as donnés sur ce sujet qui n'est pas évident et qui remonte beaucoup dans les Maisons Roses et même dans le Rose Mag, dans les témoignages que vous pouvez nous remonter. Alors, on a déjà plusieurs témoignages là, sur Facebook et sur Zoom, donc je vais les lire dès à présent.
Alors, on a Véro, je pense que c'est le diminutif de Véronique, qui sur Zoom nous dit que suite à ce traitement écourté, donc sa radiothérapie a été annulée, elle s'est sentie seule et démunie face à la reprise, elle a culpabilisé, mais elle a réussi à avoir une prolongation et elle appréhende son retour dans l'entreprise qui ne prend pas de ses nouvelles et elle estime, Véronique, qu'il y a une coupure entre son entreprise et elle. Alors, je vais laisser la parole à Margot juste après. J'ai juste quelques petites questions, Véronique, si vous voulez préciser votre témoignage déjà par rapport au traitement écourté. Quand vous dites que votre radiothérapie a été annulée, est-ce que c'est avec le confinement ou alors est-ce que c'est une décision médicale qui n'a rien à voir? Parce que vous savez qu'à RoseUp, on a une plateforme qui vous est dédiée si vous voulez eh bien, dire voilà, ah ben non, vous n'avez pas besoin, d'accord, donc ça c'est bon. Sinon, on aurait pu également voilà, vous accompagner dans ça. Après, le fait que vous vous sentiez seul et démuni face à la reprise, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Parce que voilà, vous avez été absente un certain temps, vous avez traversé des épreuves, vous avez mis beaucoup d'énergie parfois dans vos traitements et vous retournez vers un monde ou un milieu dans lequel parfois vous n'étiez pas à l'aise auparavant. Ou alors vous étiez très à l'aise, mais du coup, il y a une certaine pression parce que peut-être qu'on ne vous a pas remplacé, ou on vous a remplacé, mais ce n'était pas fait comme vos chefs ou vos N plus 1 le souhaitaient. On va vous demander des chiffres, voilà. Et parfois, effectivement, vous parlez d'une coupure entre vous et votre entreprise. Et c'est vrai que lors de derniers webinaires, Margot voilà, conseillait d'essayer de garder un lien. Tu l'as redit là, Margot, il y a quelques minutes. Essayez de garder un lien, pas forcément d'avoir des mails tous les jours, pas forcément c'est pas ça, parce qu'il faut aussi que vous vous concentriez sur vous, mais de garder ce lien justement pour pas avoir cette appréhension de revenir après des mois, des semaines ou des mois ou voire des années de coupure. Moi, ce que je pourrais vous donner comme conseil, après Margot complétera sûrement, c'est peut-être de vous, pourquoi pas, selon votre reprise, quand a lieu aussi votre reprise, c'est peut-être d'engager cette reprise en envoyant un mail, par exemple, à votre N plus 1, à votre N plus 2 ou à une collègue pour savoir un petit peu comment ça se passe. Alors, Véronique précise, je suis partie il y a 1 an et le service où j'étais ne me convenait pas. Harcèlement, la direction veut me changer, mais je n'ai rien de concret. D'accord, donc il y avait déjà un background, quelque chose aussi derrière quand vous êtes parti. Donc peut-être que, et là, c'est de demander peut-être quelque chose de très, très formel. Si voilà, pour préparer au mieux ce changement, est-ce qu'on peut convenir d'un rendez-vous et avant de demander ça, étant donné qu'il y a aussi cette formalité, ce côté très formel qui va apparaître, c'est peut-être de voir avec la médecine du travail, faire la visite, ce qu'on appelle de pré-reprise, pour savoir quand est-ce que vous allez reprendre, en tout cas dans quelle période. Donc je te laisse la parole, Margot. Non, non, mais c'est totalement ça. Totalement ça. Elodie a parfaitement raison. En plus de ça, comme on l'a dit lors des précédents webinaires, Véronique, il faut savoir que personne n'est à l'aise face au cancer. Vous avez dû vivre avec, vous avez dû vous approprier cet univers, mais pour beaucoup, en fait, les personnes n'osent pas demander comment ça va parce que, elles savent pertinemment que ça ne va pas. Et de deux, il y a aussi une dimension discriminatoire. C'est-à-dire que, en tant que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont RH et on parle beaucoup de ces sujets-là parce que de par mon implication à RoseUp, et c'est vrai que c'est très difficile pour elles parce que si jamais elles demandent à une personne qui est en arrêt maladie comment ça va ou la reprise, en fait, on a peur que ça soit vécu comme une intrusion dans votre vie personnelle. Et donc, c'est vrai que par rapport au cancer, généralement, c'est hyper difficile et je donne toujours cette idée de chef d'orchestre. C'est à vous aussi de peut-être reprendre contact avec les RH pour votre mobilité et de montrer en fait quelle est l'attitude à avoir face à la maladie. Parce que c'est difficile. Encore une fois, on est sur un sujet discriminatoire. La maladie fait partie des 25 critères de discrimination en France. Donc, pour peu que vous soyez quelqu'un de... Vous avez envie qu'on vous pose la question, mais ça se trouve, il y a des personnes qui n'ont pas envie, ou ça se trouve, il y a des personnes qui ne savent pas trop comment se positionner. Donc, n'hésitez pas à faire le premier pas envers votre entreprise, à leur dire, bah voilà, on m'avait parlé à écrire tout par écrit, on m'avait parlé d'un changement, mettez-le par écrit, surtout par mail, pour qu'il y ait une trace. Lors de mon départ, on m'avait parlé d'un changement de division. Qu'en est-il? Aussi serait-il possible de convenir d'un appel, etc., pour qu'on puisse parler de la suite? Comme ça, au moins, c'est noté, il n'y a pas de fait, et voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Elodie, là-dessus. Oui, toujours garder une trace écrite, bien sûr, et d'initier en fait ce retour pour justement atténuer la coupure que vous ressentez.
Alors, on a d'autres témoignages sur Zoom, on en a aussi sur Facebook, hein, donc je vais revenir dessus par la suite. On a Florence qui nous dit sur Zoom, bonjour Florence, elle a repris le travail après son cancer au bout de 3 mois. Et pour elle, c'était beaucoup trop tôt elle a récupéré ses compétences cognitives au bout de 6 mois. Donc, elle aurait dû prendre plus de temps et faire cette reprise plus progressivement. Alors là aussi, quand Margot dit au diable la culpabilité, c'est aussi au diable la culpabilité une fois qu'on a repris. Donc, Florence, j'aurais dû, on aurait dû faire ça, etc. C'est aussi quelque chose qu'on a tendance à beaucoup exprimer. Mais voilà, peut-être que vous aviez aussi d'autres contraintes. Voilà, donc oui, maintenant, avec le recul, vous feriez différemment les choses de ce qui s'est passé. Mais vous les avez sûrement gérés au mieux. Mais ce sentiment de culpabilité revient quand même après la reprise. Et je voulais revenir sur un dernier témoignage de Sylvia, donc pour qui la méditation et l'aquarelle l'ont beaucoup aidé. Quand tu parlais des différentes choses voilà, à faire. et Sylvia nous disait également qu'elle aimerait poser une question. Donc, après 7 mois de traitement, chimiothérapie, opération, radiothérapie, le médecin du travail lui indique qu'après 3 mois suite à la fin de ses traitements, elle est apte. Et même si elle ressent encore des douleurs et que le médecin du travail ne l'a pas auscultée, donc quoi penser, quoi faire, elle se sent bien en arrêt. Et le médecin du travail lui a dit que l'arrêt était comme un soin et s'il n'y a pas d'amélioration, on arrête. Donc, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, hein, puisque vous pouvez être en arrêt du travail justement après les traitements pour récupérer au niveau de votre fatigue. Si vous n'êtes pas satisfaite de l'avis du médecin du travail que vous avez vu, vous pouvez contester sa décision. Donc, suite à la loi de 2016, je crois que c'est la loi El Khomri, on ne conteste plus au niveau de l'inspecteur du travail, comme c'était le cas avant, on conteste auprès du Conseil des prud'hommes. Donc, c'est aussi une initiative assez lourde à effectuer. Moi, ce que je peux vous dire, Sylvia, si vous souhaitez après nous appeler pour qu'on en parle un peu plus, vous avez l'association Juris Santé, donc Juris, Juris, plus loin Santé. Ce sont des juristes spécialisés dans les questions de santé. Si vous voulez voilà, en parler avec eux, avoir vraiment des conseils juridiques par rapport à ça. Moi, je vais vous donner les grandes lignes, hein, les lois, etc. Mais je ne suis pas avocate, donc je ne vais pas vous dire exactement ce qui va vous faire pour votre dossier que je n'ai pas sous les yeux en plus. Donc vraiment, si vous voulez appeler Juris Santé, ils ont une ligne téléphonique sur laquelle vous pouvez voilà, leur demander des conseils. Donc, je pense que j'ai fait le tour sur Zoom, mais n'hésitez pas, mesdames, hein, si vous avez d'autres témoignages à faire partager. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi, Margot, du coup? Ah non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et effectivement, moi, j'ai pas la compétence, j'ai pas la compétence juridique, donc c'est une association, c'est parfait. Et ensuite, voilà, pour la compétence médicale, c'est vrai qu'on n'est pas médecin, donc on ne va pas pouvoir vous dire ah ben, le médecin du travail n'a pas bien fait son travail. Tout simplement, en ne vous auscultant pas. Enfin voilà, on ne peut pas s'aventurer sur ce genre de choses parce qu'on n'a pas les compétences médicales pour ni Margot ni moi et on n'était pas présente. Mais vraiment, sur tout ce qui est juridique, juristes santé, ils sont très bien. Donc, si vous voulez les appeler, vous trouverez leur numéro sur leur site directement. Alors, sur Facebook, on a eu plusieurs témoignages. Donc, on a Magali. Attends, juste un instant, Elodie, avant de faire les témoignages, je pense que ce qui revient aussi parmi tous les témoignages, et ça va peut-être revenir sur Facebook, c'est aussi l'idée de vous faire confiance. C'est-à-dire que ça, je ne l'ai pas dit, mais lors du dernier rendez-vous avec le médecin qui va vous acter la reprise ou non de votre travail, si jamais vous vous sentez pas de reprendre et que c'est pas de la peur, mais c'est juste physique, n'hésitez pas aussi à lui dire parce qu'il y a des choses que lui ne voit pas. C'est-à-dire que moi, j'ai une de mes amies qui a eu un cancer du sein récemment, bref, peu importe, et toute jeune, 28 ans, machin, nickel, où il dit ouais, le chirurgien m'a dit non mais c'est bon, vous avez la forme, vous pouvez reprendre du travail. Sauf qu'en fait, il voit pas son quotidien, il voit pas qu'elle est fatiguée, et donc en fait, l'idée ça a été de décaler. Lui, il avait mis 3 mois de reprise, et moi je lui ai dit non mais t'es complètement folle, ça sera pas 3 mois. Mais l'idée c'est aussi de se faire confiance parce que le médecin ne voit pas tout ça, c'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes pimpante, etc. Si vous lui dites non mais 3 mois ça va pas, bah, vous pouvez aussi demander plus. Parenthèse terminée, excuse-moi. Non, t'as très bien fait. Alors, sur Facebook, on a Magali. Donc, Magali qui réagissait au tout début, quand on disait que non, ce n'est pas de notre faute, nous subissons ainsi que notre entourage.
Mais par contre, elle n'était pas forcément d'accord avec toi sur l'accouchement. Je pense que tu as peut-être dit que parfois les femmes enfantaient dans la douleur, il me semble. Elle n'était pas forcément d'accord là-dessus, mais après chacune aussi a son avis, hein, ce qui est important. Delph, alors je pense que c'est le diminutif de Non, Delphine. non, 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 en fait, c'était la culpabilité maternelle, c'est de se dire Voilà. en fait que effectivement parfois il y a certaines mamans qui vont dire à leurs enfants non mais j'ai eu mal durant ta naissance, etc. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Pas toutes les mamans, non, non, je sais, mais enfin, il y en a qui vont le dire pour rigoler, mais elles le disent quand même. Et donc, du coup, il y a cette Oui. culpabilité de ma mère, elle a souffert pour que je naisse. Mais effectivement, désolée si ça a mal été interprété. Non, non, mais je pense qu'après, il y a des accouchements qui restent très douloureux, hein, donc on peut aussi Passons au récit des Disneyland. Hein. heureusement, il y a des accouchements qui sont de moins en moins douloureux aussi. Donc Delphine, voilà, disait pareil, donc je pense qu'elle rebondissait sur ce que Magali avait dit, mais vous pouvez bien sûr préciser, Delphine, si vous voulez, sur Facebook. On a aussi Sandrine qui disait que c'était pas évident de gérer cette double culpabilité, que ce soit au niveau médical, mais aussi financier, sur le point financier que ça peut avoir quand vous êtes en arrêt maladie, que vous avez ce qu'on appelle des IJ, des indemnités journalières, qui forcément ne sont pas 100% de votre salaire. Donc parfois, vous y perdez beaucoup. Donc il y a cette double peine qui revient très souvent aussi dans les témoignages qu'on peut avoir. Il y a cette culpabilité d'être malade, mais aussi cette honte chez Sandrine, mais qui a progressé et qui va mieux aujourd'hui. Et on a enfin Isabelle sur Facebook, qui ne souhaite pas reprendre son travail. Son cancer et ses traitements l'ont affaiblie. Elle a demandé une RQTH, une reconnaissance qualité travailleur handicapé, et attend une pension d'invalidité. Donc, elle est à nouveau au chômage aujourd'hui. Elle réfléchit à son futur. Donc, sa principale réflexion, c'est sur comment elle va pouvoir supporter financièrement cette reconversion, ou en tout cas le temps de penser à une éventuelle reconversion. Donc, pareil, on a fait des webinaires dessus. Si vous voulez les voir, Isabelle, n'hésitez pas. En tout cas, merci pour tous vos témoignages. Alors, on en a d'autres qui se bousculent un peu sur Facebook. C'est un peu compliqué parce que ça va très, très vite. Mais en tout cas, on a Françoise qui demande si on a un lien Zoom. Oui, Françoise, sur le site Rose Up, vous retrouverez tous nos liens Zoom de toute la semaine. Semaine par semaine, voilà, vous avez le programme pour nos webinaires qui ont lieu sur Zoom. Et c'est plus facile, en fait, si vous vous inscrivez sur Zoom, parce qu'on ne peut pas forcément parfois prendre les témoignages ou les questions sur les deux plateformes. Alors, Patricia qui demande que se passe-t-il après 1 an d'arrêt? Le médecin m'a dit que ça change à partir de cette date. Elle finit l'Herceptine après 1 an et demi. Que va-t-il donc se passer? Alors, en fait, ça dépend. Ce n'est pas un an d'arrêt pile poil. Patricia, c'est juste que quand vous êtes touché par une pathologie, vous avez droit à 3 ans d'arrêt maladie. Attention, mesdames, je répète, 3 ans d'arrêt maladie. Mais après, vous pouvez être renouvelé, bien sûr, si vous avez d'autres traitements ou la maladie a évolué par la suite. Ces 3 ans d'arrêt comprennent évidemment la reprise à temps partiel. Quand vous êtes en temps partiel thérapeutique, vous êtes à moitié payé par votre entreprise pour le temps où vous travaillez et à moitié par l'assurance maladie. Donc, attention à ça. Donc, peut-être que vous arrivez aussi sur ce délai-là, Patricia, je ne sais pas du tout. Donc voilà, vous pouvez nous appeler. Moi, je vous conseille aussi d'appeler l'assistante sociale de votre centre de soins qui pourra répondre à ces questions, ou l'assistante sociale de secteur, c'est-à-dire du CCAS, Centre communal d'action sociale de votre ville, ou l'assistante sociale de l'assurance maladie. On a des webinaires, d'ailleurs, Patricia, si vous voulez les voir, avec les assistantes sociales de l'assurance maladie de Paris notamment, qui ont lieu tous les lundis matins depuis le mois de décembre. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir, Margot. J'ai dit beaucoup de témoignages à beaucoup de choses. Non, c'est parfait. Et ensuite, dernière question, c'est Françoise qui nous dit toujours sur Facebook que c'est compliqué pour certains car l'arrêt de travail équivaut à une baisse de salaire. Voilà, on en parlait. On peut rencontrer des problèmes financiers en plus. Et oui, évidemment, c'est toujours compliqué sur cette double peine qu'on peut avoir. Et alors Patricia qui dit sur Facebook, qui précise, elle est en libéral. Donc oui, quand vous êtes en libéral, c'est encore compliqué, mais l'assistante sociale de votre centre de soins, elle est tout à fait compétente pour vous accueillir, pour vous accompagner sur ces questions. Donc n'hésitez pas, Patricia, si vous voulez nous appeler pour qu'on puisse en parler, il n'y a pas de problème. Et alors on a Daddy, je pense que c'est peut-être un surnom, je ne sais pas, sur Facebook, qui demande si l'employeur est obligé de proposer un poste aménagé. Non, l'employeur, il peut vous refuser un temps partiel thérapeutique. Il faut le savoir, il a le droit de refuser. Il n'est pas dans l'obligation de vous proposer un poste aménagé.
cas, dans les Mm. situations est différente aussi, hein, mais dans la loi, c'est pas obligatoire. Alors, on a d'autres témoignages sur Zoom, donc je vais passer sur l'autre plateforme. On a Annabella qui, après son premier cancer, a repris à temps partiel thérapeutique. Elle était très fatiguée, mais elle a poursuivi. Et à son deuxième cancer, elle n'avait aucune culpabilité à se mettre en arrêt. Et elle prépare sa cure thermale. Elle a repris 3 sports à la rentrée. Elle n'a pas du tout envie de retourner, mais au contraire de se ressourcer, de se reposer. Mais elle craint énormément la reprise. Et son médecin le pousse à la reprendre, mais la médecine du travail lui laisse encore un petit peu de temps. Donc oui, on en parlait, hein, de cette reprise qui peut faire peur. Mais c'est comme toute nouveauté, en fait, que ce soit après un cancer, après une maladie ou non. C'est-à-dire que quand vous revenez vers quelque chose où vous n'avez pas été pendant des semaines, des mois ou des années, forcément, peut-être qu'il y a une nouvelle équipe, peut-être qu'il y a de nouveaux logiciels, peut-être qu'il y a de nouveaux process qui ont été mis en place. Donc forcément, c'est quelque chose qui fait un peu peur. C'est la nouveauté, c'est l'apprentissage, le réapprentissage. Donc c'est aussi normal. Je vais juste laisser la parole ensuite à Margot. Je voudrais juste vous dire quelque chose, mesdames. On va proposer le nouveau programme, alors ce n'est pas un nouveau programme, mais c'est une nouvelle session de Rose Coaching Emploi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un programme qu'on a mis en place à la Maison Rose de Bordeaux et que nos collègues ont aussi mis à la Maison Rose de Paris. C'est un programme où vous êtes accompagné par des professionnels différents. Donc, vous avez une psychologue du travail, des coachs, une socio-esthéticienne, une neuropsychologue, enfin voilà, et des assistantes sociales sur tout ce qui est la reprise du travail. Le but, c'est de vous accompagner à cette reprise du travail parce qu'on sait que c'est très anxiogène. On a beaucoup de témoignages en ce sens. Et la prochaine session, qui doit débuter début février, elle sera à 100% en visio. Donc, pour les personnes qui sont en Nouvelle-Aquitaine, qui résident soit en Gironde, mais dans la Nouvelle-Aquitaine en général, si vous êtes intéressé par ce programme, donc c'est 1 à 2 rendez-vous par semaine, c'est pour vous préparer à la reprise professionnelle. Vous n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un mail. Et du coup, je vous recontacterai. Laissez votre numéro de téléphone si vous nous envoyez un mail. Mais elle sera à 100% en visio et c'est un programme qui dure 3 mois environ. Voilà, donc n'hésitez pas. Je te laisse la parole, Margot. Non, mais j'ai rien à dire. Moi, j'écoute. Hein. Ah, tu peux, c'est parfait. Alors. Attends, j'étais allée pendant 3/4 d'heure. C'est bon. Hein. Alors, on a Evelyne sur Zoom qui est restée 3 ans en arrêt maladie, qui est actuellement en invalidité. Et elle est très contente de continuer à prendre soin d'elle. Elle pense que c'est très important de s'écouter, de trouver des choses sympathiques à effectuer, même si, voilà, au niveau des finances, ça peut être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, prendre soin de soi est essentiel pour elle. Donc oui, forcément, après, on a toutes aussi des ressources différentes, des sources de revenus, des revenus différents et des manières aussi. Une personne qui va gagner le SMIC, ça va lui aller totalement dans son mode de vie, puis une autre qui a été habituée à gagner beaucoup plus. Voilà, ça peut être compliqué. Donc, Sylvia est intéressée pour le programme Rose Coaching Emploi. Donc, n'hésitez pas à nous appeler, Sylvia, ou à nous envoyer un petit mail. Je vais vous donner mon adresse mail, hein, si vous voulez. C'est elodie.benoît, Elodie comme le prénom Elodie, .benoît, B-E-N-O-I-T, @maisonrose.fr. Maison avec un S, rose sans S. Et puis, je vous recontacterai si vous souhaitez pour qu'on puisse en parler si vous habitez en région Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Alors, je vais revenir sur Facebook. On a un témoignage de Doria. Bonjour Doria, qui est en direct de la chimio. Ah bah, écoutez, on vous accompagne avec plaisir durant ce temps pas forcément très sympathique. Plein de courage. Voilà, plein de courage Doria. Elle a une question. Si l'employeur refuse de mi-temps thérapeutique, que se passe-t-il ensuite? Alors ça, c'est pas... Ça, c'est au niveau de l'assistance sociale. Ça va dépendre en fait, parce que vous avez des recours après qui peuvent être effectués. Mais c'est souvent des recours administratifs qui sont longs, qui sont au niveau du Conseil des prud'hommes, qui sont parfois à votre charge. Donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Mais ça, c'est avec l'assistante sociale en fait du centre de soins. Après, c'est pas automatique. Hein. La grande majorité des femmes qu'on a accompagnées à la Maison Rose de Bordeaux, en tout cas, les employeurs ont accepté la reprise à temps partiel thérapeutique parce que c'est tout bénef pour eux, en fait. Parce que vous revenez dans des bonnes conditions. Le but de l'assurance maladie et le but de votre employeur, c'est que vous repreniez votre poste dans de bonnes conditions pour pas que vous repartiez en arrêt maladie tous les 15 jours, tout le temps, en fait. Ça va ni lui plaire à lui en termes purement économiques, parce que les missions ne seront pas faites et le poste et les ventes ne seront pas faites ou autres,
ni au niveau de l'assurance maladie qui va devoir du coup voilà, engager des dépenses. Je dis d'une manière très économique, hein, je ne parle pas de tout ce qui est relations humaines, etc. Mais personne n'a intérêt à ça. Donc le but, c'est que vous repreniez dans les meilleures conditions. Et là, c'est le rôle du médecin du travail. Le médecin du travail, lui, son rôle, c'est d'appuyer aussi votre demande au niveau médical. Vous avez besoin d'un aménagement de poste, vous avez besoin de reprendre à des horaires temps, vous avez besoin d'aménager vos missions parce que ça ne va pas vous convenir, parce que vous ne pouvez plus soulever de carton parce que vous avez eu une opération, on vous a retiré les ganglions et du coup, vous ne pouvez plus soulever de charges lourdes. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent expliquer. Et la très grande majorité du temps, l'employeur ne refuse pas. Et pareil, Doria, si vous n'avez pas vu le début du webinaire, c'est Juris Santé, Juris Juris, plus loin Santé, qui est une association de juristes en fait spécialisés dans la santé pour répondre à vos questions si vous avez des questions là-dessus. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, mesdames. Si vous avez d'autres questions, d'autres témoignages, n'hésitez pas. Alors, je vois Daddy sur Facebook qui a été 7 mois en arrêt maladie, 1 an de temps partiel thérapeutique. Et elle a la RDPH, donc la reconnaissance qualité travailleur handicapé, avec aucune amélioration de poste. Donc ça, voilà, c'est à voir avec le... Donc je pense que vous avez déjà vu le médecin du travail, si vous avez repris depuis 1 an à temps partiel thérapeutique. Ce qui a été décidé, vu, pareil, si vous voulez savoir un peu plus pour vos recours juridiques. Donc Juris Santé, vous avez aussi la Ligue contre le cancer qui a une ligne spécifique sur cette thématique. Donc n'hésitez pas, mais là, voilà, c'est vraiment du travail de juriste ou d'avocat. Du coup, si vous ne pouvez pas, ou alors votre assistante sociale du centre de soins. Dadi, je ne sais pas si vous êtes toujours suivi dans votre centre de soins régulièrement, mais vous pouvez faire appel à une assistante sociale pour être suivi sur ces démarches, parce que bon, là, vous m'avez donné des informations, mais je n'ai pas votre dossier sous les yeux, donc c'est un peu compliqué de répondre à ça. Puis surtout, je ne suis pas assistante sociale, donc il y a des choses que je vais savoir et d'autres que je ne vais pas savoir. C'est pas tout faire, Elodie. Je vais faire un mec partout. Elodie, elle connaît tous les sujets. Non, pas tous. Donc voilà, mesdames, si vous avez d'autres questions, donc je vous le redis, on a le programme Rose Coaching Emploi qui sera à 100% en visio. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer sur Bordeaux, qui sont intéressées pour être accompagnées dans la reprise du travail, voilà, si vous êtes intéressés, vous n'hésitez pas, pour celles qui habitent en Nouvelle-Aquitaine en tout cas, à nous contacter. Ça va commencer début février, je pense, pour 3 mois. Donc voilà, n'hésitez pas. D'habitude, on le fait à la Maison Rose de Bordeaux, mais là, on est encore fermé physiquement, donc on va basculer tout en visio. Je ne vois pas d'autres témoignages, d'autres questions. Alors, j'ai Daddy qui m'indique aucun suivi sur Facebook par rapport à son... Je pense qu'elle parle de l'assistante sociale du centre de soins, peut-être. N'hésitez pas à nous appeler dans ces cas-là ou à appeler mes collègues de la Maison Rose Paris. Je ne sais pas où vous êtes exactement pour voir ce qu'il en est par rapport à ce suivi. Et nous, on pourra vous mettre en relation avec les assistantes sociales de votre secteur, peut-être, qui pourront à ce moment-là vous suivre et que vous soyez accompagnés. C'est important parce qu'on sait à quel point c'est délicat. Je ne vois pas d'autres choses à rajouter, Margot? Non, mais c'est bon, je pense. Oui, c'est bon. Alors, on a Evelyne qui nous remercie pour ce webinaire. Merci beaucoup, Evelyne. C'est un plaisir à chaque fois de vous retrouver. Merci beaucoup à vous pour vos témoignages, vos différentes questions. C'est ce qui rend ce webinaire interactif et intéressant. Alors, Daddy est en Lot-et-Garonne. D'accord. Donc, Daddy, si vous voulez nous appeler ou directement nous envoyer un mail, on reprendra contact avec vous. Pour qu'on voit ensemble ce suivi et votre situation, ce sera avec plaisir. Oh non, mon Dieu. Pardon, je regardais le commentaire de Sylvia. Oui, Sylvia, ça adore. Non, mais je voulais pas vous faire pleurer, Sylvia. Mais je vous avais dit, c'est normal. Il faut que les larmes, elles sortent. Oui, alors ce sont des webinaires parfois où il y a beaucoup d'émotions qui se déchargent. Et ça peut être un peu, on se dit... Bouscule un peu, mais c'est jamais méchant. Voilà, mais c'est important parfois aussi de décharger certaines émotions. Donc merci beaucoup, Sylvia, pour ce témoignage. Alors, Delphine, la session de coaching est-il ouvert à distance des traitements? Je ne comprends pas forcément votre question, Delphine, mais c'est une session qui est pour les personnes qui ont terminé leur traitement ou qui sont sur la fin parce qu'elles vont reprendre leur travail.
Euh, voilà, mais n'hésitez pas à nous appeler ou à m'envoyer un mail directement ou à nous envoyer un mail. On vous recontactera de toute façon. Je vous dis à très bientôt, mesdames. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Encore une belle année pour celles qui ne nous ont pas vues au tout début du webinaire. Je te dis à bientôt, Margot. Ouais, la semaine prochaine, je crois. Oui, c'est ça, c'est lundi. Bon, bah, parfait. À la semaine prochaine. On a des webinaires toute la semaine, mesdames. Donc, n'hésitez pas à regarder, à vous inscrire sur Zoom si ça vous intéresse. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Bon courage, Doria, pour votre chimiothérapie. On pense fort à vous. On est de tout cœur avec vous. Et on reste évidemment à vos côtés en 2021 avec des webinaires. À très bientôt, mesdames. Au revoir. Au revoir.